Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la faillite récente de la plateforme de crowdfunding immobilier CoreGraph. Même si vous n'êtes pas investisseur sur CoreGraph, cette vidéo va vous intéresser car la faillite de CoreGraph montre un risque qui est négligé par les investisseurs en crowdfunding immobilier et je vais vous donner des conseils pour détecter le plus tôt possible si la plateforme sur laquelle vous investissez devient dangereuse. De plus, dans ma vidéo, je vais vous montrer sur un cas concret comment cela risque de se passer si la plateforme sur laquelle vous investissez va faire faillite. Et vous verrez que même si vous investissez que sur des bons projets qui se déroulent correctement, vous pouvez quand même perdre de l'argent. Je fais également cette vidéo pour aider ceux qui ont investi sur CoreGraph à défendre leurs droits. En effet, dans ma vidéo, je vous donnerai les coordonnées d'un groupe d'investisseurs qui se sentent floués par CoreGraph et qui veulent se battre contre des décisions jugées comme malhonnêtes. Comme toujours, j'ai fait un menu pour ma vidéo, ce qui vous permet de regarder directement la partie qui vous intéresse. Cela fait depuis longtemps que je vous alerte sur l'augmentation de risques en crowdfunding immobilier. Dès janvier 2024, je vous alertais sur l'augmentation des taux de retard chez la première brique. J'ai également fait une vidéo vous avertissant de problèmes grandissants chez Clubfunding. Et une autre de mes vidéos vous montre comment se passe un défaut sur un projet de crowdfunding immobilier. Sur ce cas concret, vous verrez le montant des frais et des pertes pour un projet en défaut. Je fais des vidéos bilan trimestriels depuis presque 2 ans et systématiquement, on peut voir que le crowdfunding immobilier permet d'obtenir une rentabilité réelle très inférieure à la rentabilité théorique affichée sur les plateformes. C'est pourquoi depuis maintenant presque 2 ans, je vous dis que l'investissement en P2P crowdfunding me semble plus rentable que l'investissement en crowdfunding immobilier. C'est pourquoi sur ma chaîne YouTube, vous verrez beaucoup des vidéos d'analyse sur des plateformes de P2P ou d'investissement immobilier passif autres que le crowdfunding immobilier. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je vous présente mes 3 plateformes préférées d'immobilier passif qui me semblent maintenant être préférables au crowdfunding immobilier. Je ne suis donc pas extrêmement surpris que la plateforme de crowdfunding immobilier CoreGraph ait fait faillite. Mais à ma connaissance, jusqu'ici, aucune autre chaîne YouTube n'a fait une vidéo sur la faillite de CoreGraph. Il me semblait important d'informer les investisseurs sur cet événement qui malheureusement risque de ne pas être la dernière mauvaise nouvelle sur le crowdfunding immobilier. CoreGraph est en effet une plateforme majeure du crowdfunding immobilier, puisque c'était la 7e plus grosse plateforme de crowdfunding immobilier en France. Ici, vous êtes sur la chaîne de la vérité sur l'investissement, je vous informe en toute indépendance et en toute transparence. Sur ma chaîne, vous trouverez des informations que vous ne trouverez pas ailleurs. Pour soutenir mon travail, pour mettre plus de transparence dans le monde de l'investissement, merci de liker cette vidéo, ou mieux encore, de mettre un petit commentaire, même d'un mot, ce qui donnera plus de visibilité à cette vidéo. Jusqu'au dernier moment, CoreGraph a gardé une communication positive. Par ironie, je reprends son slogan « Investissez autrement dans l'immobilier », mais en réalité, sur CoreGraph, c'était plutôt « Perdez de l'argent autrement ». Car ce qui va être incroyable, c'est que suite à la faillite de CoreGraph, même ceux qui avaient investi sur des projets sains, qui ne sont pas en retard, vont perdre de l'argent suite à cette faillite. En tant qu'investisseur, j'imagine que vous pensiez que si vous avez sélectionné un très bon projet de crowdfunding immobilier, avec de très bonnes garanties, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Eh bien non. Nous allons voir que même pour des projets qui seront remboursés à temps par l'emprunteur, les investisseurs vont être perdants. Cela peut paraître incroyable, je vous explique plus loin dans ma vidéo comment CoreGraph a réussi cet exploit. Mais avant tout, je vais vous donner plus d'informations sur la plateforme de crowdfunding immobilier CoreGraph. CoreGraph était une plateforme ancienne, créée en 2014, ce qui pouvait paraître rassurant, puisqu'elle avait plus de 10 années d'existence. C'était la 7e plateforme de crowdfunding immobilier française en montant financé. Suite à la période Covid, les taux de retard de la plateforme ont commencé par augmenter, et la situation est devenue de pire en pire avec le temps. Depuis 2023, les collectes ont connu un ralentissement sur cette plateforme. Et en février 2024, CoreGraph avait été racheté par Interinvest, et la présidence avait été confiée à Jérôme Bulté. Cependant, en janvier 2025, la collecte sur les nouveaux projets a même été totalement stoppée. Il faut dire que le manque de sérieux dans la sélection des projets commençait à être connu, et CoreGraph n'arrivait plus à retrouver la confiance des investisseurs. En effet, comme vous pouvez le voir, sur Trustpilot, CoreGraph a une note de seulement 1,9 sur 5, et avec 65% de note 1, c'est-à-dire la note minimale. Dernier rebondissement, en avril 2025, Interinvest abandonne les investisseurs à leur sort. Et ceci seulement 1 an après la reprise de CoreGraph. En effet, le 1er avril, les investisseurs chez CoreGraph ont reçu un mail leur annonçant la tenue d'un webinaire le 3 avril de 18h à 19h. Je trouve que c'est un total manque de courtoisie et de respect pour les investisseurs de les informer si peu de temps à l'avance. Ce que j'ai trouvé très amusant, c'est qu'en signature de ce mail, CoreGraph a osé ajouter les macarons suivants. CoreGraph régulé par l'AMF, CoreGraph
plateforme engagée sur la charte de déontologie FPF, label Financement Participatif France. Ceux qui me suivent sur YouTube savent le peu de crédit que je porte à la régulation par l'AMF ou autres labels qui donnent l'illusion que l'on sera protégé en cas de problème. En tant qu'investisseur, il est indispensable d'avoir un regard réaliste, de regarder les faits. Et, une fois de plus, on peut constater que la régulation par l'AMF ou le label FPF sont très intéressants en termes de com pour les plateformes, mais très peu protecteurs pour les investisseurs. Car en effet, vous verrez plus loin dans ma vidéo que les investisseurs ont été particulièrement maltraités suite à la faillite de CoreGraph. Au passage, j'offre gracieusement un petit encart publicitaire pour monsieur Benjamin Cohen, directeur général de Interinvest, société qui avait donc racheté CoreGraph et qui, on le verra plus loin, ne prend pas ses responsabilités. Interinvest mérite grandement sa note de seulement 2 sur 5 sur Trustpilot, avec 80% d'avis 1 étoile qui est la note minimale. Si vous étiez investisseur chez CoreGraph et que vous êtes mécontent de la gestion de Interinvest, n'hésitez surtout pas à vous exprimer sur Trustpilot. Le webinaire proposé par Interinvest a été une parodie d'AG, où l'organisation n'a pas permis aux investisseurs de s'exprimer et où les questions n'ont pas été traitées. En fait, Interinvest veut mettre en place une gestion payante et coûteuse des anciens projets de CoreGraph. Et ceci sans offrir de réelles alternatives. Soit les investisseurs votent pour la solution proposée par Interinvest, soit ils doivent par eux-mêmes trouver une entreprise pour faire le suivi des dossiers et mener les très nombreuses procédures de recouvrement en cours. Je trouve que Interinvest ne prend pas ses responsabilités et montre que c'est une entreprise qui n'est pas du tout fiable. En fait, Interinvest refuse tout simplement d'assurer les responsabilités qu'elle avait prises en rachetant CoreGraph il y a à peine plus d'1 an. Interinvest propose l'organisation suivante. La nomination d'un représentant de la masse, PS Trustee. Le représentant de la masse est censé représenter la masse des obligataires et défendre leurs intérêts. Chose étonnante, d'après Papers, le site d'information sur les entreprises, PS Trustee a été créé seulement le 26 mars 2025, soit seulement une semaine avant la tenue du webinaire annonçant qu'elle devrait devenir le représentant de la masse. On peut donc se demander pourquoi une mission aussi importante, avec des enjeux financiers énormes, serait confiée à une entreprise qui ne peut prouver aucune expérience dans le domaine. La partie recouvrement, liée aux nombreux projets de CoreGraph en grande difficulté, serait confiée à la société 1563. Monsieur Maxime Palin est cofondateur de 1563. Il a dirigé Rezer, qui a été revendu à Empruntis en 2022. Et la directrice juridique de 1563 est Madame Amandine Naudin, qui a exercé les mêmes fonctions chez Rezer. Tout cela est très loin d'être assurant, car Rezer a été l'une des plateformes de crowdfunding immobilier avec le plus fort taux de retard, et avec de nombreux dossiers en grande difficulté. On peut donc s'étonner que d'anciens dirigeants de Rezer qui ont plutôt été en échec dans leurs précédentes fonctions puissent être proposés pour mener le recouvrement. Et la mise à disposition de la plateforme Internet et de la gestion des flux financiers serait assurée par CapSense. Le transfert des responsabilités de Interinvest vers ces 3 sociétés va s'accompagner de frais payés par les investisseurs. Je pense que c'est intéressant pour tout investisseur en crowdfunding immobilier de savoir comment cela peut se passer concrètement si la plateforme de crowdfunding immobilier sur laquelle il investit fait faillite. Le transfert des responsabilités de Interinvest vers les 3 sociétés que je viens de nommer va s'accompagner de frais pour les investisseurs. Ces frais seront différents suivant que le projet est sans retard ou avec retard. Pour le recouvrement, il y aura un montant de 6 000 € par dossier, c'est-à-dire par projet par semestre. Pour la rémunération de casse-peine, cela coûtera 2,40% pour les dossiers PSFP et 3% sur les dossiers non PSFP, sachant que ce seront des pourcentages qui vont s'appliquer sur les flux retours, c'est-à-dire sur le capital investi initialement, plus les intérêts récupérés. Et en plus, il y aura 0,48% de frais dus à l'utilisation de MangoPay, et ceci également sur ce qu'ils appellent les flux retours. Ceci concerne la proposition faite par Interinvest. Cependant, les investisseurs ont la possibilité de rejeter cette proposition, mais dans ce cas-là, il n'est pas prévu d'alternative. C'est-à-dire que ce serait aux investisseurs de chercher par eux-mêmes des sociétés pour suivre les projets. Je ne sais pas si vous étiez conscient en tant qu'investisseur sur des projets de crowdfunding immobilier que si cela devait se passer mal, si la plateforme devait faire faillite, éventuellement, ça pourrait être à vous de partir à la recherche de sociétés pour suivre vos projets. Sachant que, initialement, les plateformes de crowdfunding immobilier gagnent de l'argent grâce à des commissions qu'elles récupèrent auprès des emprunteurs.
C'est-à-dire que CoreGraph a bien récupéré de l'argent au départ, mais ensuite a transféré la responsabilité vers Interinvest, et Interinvest, qui avait accepté cette responsabilité, ensuite se décharge totalement de ses responsabilités et est prête à laisser faire le travail par les investisseurs eux-mêmes. Regardons concrètement quels sont les frais qui vont être prélevés auprès des investisseurs. Ici, c'est un exemple d'un projet sans retard, qui serait non PSFP. Supposons qu'il y ait une collecte initiale de 1 million d'euros, avec un taux initialement prévu de 10% par an, un temps déjà écoulé de 1 an, et qu'il resterait encore 2 ans avant la fin du projet. Au niveau des coûts, pour les représentants de la masse, il y aurait 4 trimestres à 6 000 euros, ce qui ferait 24 000 euros, c'est-à-dire 2,4% du montant initialement collecté. Comme c'est un projet non PSFP, il y aurait également un prélèvement de 3 plus 0,48%, c'est-à-dire de 3,48% sur les flux sortants, c'est-à-dire sur le capital initialement placé, plus les intérêts récupérés. Donc dans cet exemple où il y a une durée de 3 ans, on compte 3 ans à 10%, plus le capital initial, ce qui ferait un facteur de 1,3 par rapport à ce qui a été investi. Donc ce 3,48% sera multiplié par 1,3, ce qui donne 4,524% pour cette partie de frais. Quand on ajoute les frais liés à la représentation de la masse et ces derniers frais, on aurait donc un total de 6,924% de frais. Sur CoreGraph, initialement, l'investissement minimum était de 2 000 euros. Donc on peut regarder le coût total sur une obligation de 2 000 euros, ce serait de 138,48 euros, ce qui est loin d'être négligeable. Et donc, sur ce projet qui, théoriquement, aurait dû avoir une rentabilité de 10% par an, après prélèvement des frais, on se retrouverait à une rentabilité de seulement 7,692% par an. Et ce qui est vraiment choquant, c'est que ici, c'est ce qui va se passer pour un projet sans retard. Un projet qui se passerait bien, qui serait remboursé suivant les délais. Et c'est pour ça que je parlais d'un risque négligé au niveau du crowdfunding immobilier. C'est que maintenant, on arrive à des situations où, même si vous investissez sur un très bon projet, un projet qui ne pose aucun problème, qui se déroule suivant les délais, pour lequel l'emprunteur vous rembourse dans les délais, et bien pour autant, Interinvest a inventé la possibilité de vous prélever des frais qui sont loin d'être négligeables et qui vont grandement pénaliser votre rentabilité. Je pensais que c'était très important de vous avertir de ce risque supplémentaire, et ici je parlerai d'un risque plateforme. Donc, même si vous voyez passer un très bon projet, mais sur une plateforme qui commence à être en difficulté, c'est-à-dire qui par exemple a des taux de retard élevés, méfiez-vous. Même si le projet est bon, vous pouvez avoir un risque uniquement lié à la plateforme. Maintenant, regardons ce qui se passe pour un projet avec retard. Cette fois-ci, pour les représentants de la masse, il y aurait un coût de 2 640 euros par semestre, plus 6 000 euros par projet, et 2,40% sur les flux retours, c'est-à-dire capital investi plus intérêt récupéré. Ceci, c'était pour les dossiers PSFP. Pour les dossiers non PSFP, les frais seront encore plus élevés, 6 000 euros plus 3% sur les flux retours. Et pour tous les projets, on rajoute 0,48% sur les flux retours. Maintenant, pour la partie recouvrement, il y aurait 4 800 euros par semestre, avec une facturation au premier jour de chaque semestre. Et ces frais sont généralement à payer à l'avance. C'est-à-dire que les investisseurs non seulement n'ont pas récupéré leur argent, mais en plus devraient payer des frais, pour autant sans avoir a priori de certitude de récupérer leur argent sur le projet. Regardons maintenant quels vont être les frais payés par les investisseurs pour un projet avec retard. J'ai pris l'exemple d'un projet non PSFP, les projets les plus anciens, avec une collecte initiale de 1 million d'euros, un taux prévu de 10% par an, un temps déjà écoulé de 1 an, et on imagine qu'il reste seulement 2 ans avant la fin du projet. Les frais pour la représentation de la masse des obligataires et pour le recouvrement seraient de 4 trimestres, soit 2 640 plus 4 800, soit 29 760 euros par projet. On rajoute 6 000 euros pour les frais de Caspens, ce qui ferait un total de 35 760 euros, ce qui correspond à 3,576% du capital initialement investi. Mais ce n'est pas fini, il faut rajouter d'autres frais pour Caspens et Mangopay à hauteur de 3,48% sur le flux, c'est-à-dire sur le capital récupéré plus les intérêts. C'est pour ça qu'il faut mettre un facteur de 1,3, car avec un projet à 10% sur 3 ans, on gagne 30%, plus le capital initial, ça fait bien un facteur de 1,3. Donc sur les flux, on aurait 4,524% de frais, auxquels s'ajoutent ces frais fixes de 3,576%, on obtient au total 8,1%.
C'est-à-dire que le coût total pour une obligation de 2000 € sera de 162 € à payer par l'investisseur. Au niveau du rendement, on était à un rendement théorique de 10% par an et on se retrouverait avec un rendement réel de 7,3% par an après avoir prélevé ses frais. Mais attention, ici c'est un rendement maximum, c'est-à-dire où le recouvrement permettrait de récupérer 100% du capital et 100% des intérêts. Malheureusement, pour des projets qui sont en retard, qui seront récupérés suite à une longue procédure de recouvrement, on peut sérieusement douter qu'on puisse récupérer tout le capital et tous les intérêts. Je pense qu'au contraire, il y a une forte probabilité de perte pour les investisseurs. D'ailleurs, Interinvest, dans sa communication, précisait même que sur certains dossiers problématiques, il ne serait même pas judicieux de réaliser des frais pour essayer de recouvrer de l'argent. Autrement dit, il faudrait abandonner la créance et abandonner toute idée que les investisseurs puissent récupérer leur capital investi. Je pense que cette première faillite dans le mode du crowdfunding immobilier remet un peu les pendules à l'heure et montre que le crowdfunding immobilier est peut-être plus risqué que certains ne le disent. Il est difficile d'évaluer précisément la situation de Coregraph. Selon une estimation, il y aurait chez Coregraph 198 projets en souffrance pour un montant de 159 millions d'euros à recouvrer. Avec mes simulations, la totalité des frais récupérés sur le dos des investisseurs pourrait dépasser les 11 millions d'euros. La situation me semble très malsaine. Coregraph est une plateforme qui a eu beaucoup plus de projets en retard ou en défaut que les autres plateformes, ce qui semble prouver qu'elle a fait un mauvais travail de sélection des projets. Il faut comprendre que les plateformes de crowdfunding immobilier gagnent de l'argent grâce aux commissions payées par les marchands de biens ou les promoteurs immobiliers. Donc plus ils financent de projets, plus ils gagnent de l'argent, ce qui signifie que ces plateformes ont intérêt à ne pas être trop sélectives. Mais bien sûr, si elles se laissent aller à financer des projets trop risqués, le nombre de retards et de défauts va augmenter et les investisseurs vont finir par s'en rendre compte et par ne plus investir sur cette plateforme. Mais malheureusement, cela peut prendre pas mal de temps, puisque des fois il y a des projets qui durent 36 mois, donc dans ce cas, il faut quand même attendre 3 ans avant de se rendre compte que le projet a vraiment de gros problèmes. Et beaucoup de personnes dans le mode du crowdfunding immobilier considèrent qu'un retard de 6 mois n'est pas important. Dans ce cas-là, ça laisse quand même 3 ans et demi avant de commencer de penser qu'il y a un problème avec le projet. Si le nombre de retards et de défauts augmente, les investisseurs vont finir par ne presque plus investir sur cette plateforme. Et c'est ce qui est arrivé à Coregraph, sa réputation est devenue mauvaise, elle n'arrivait plus à faire financer suffisamment de nouveaux projets, alors que les frais de gestion de ces nombreux anciens projets en grande difficulté augmentaient. Les problèmes de Coregraph sont loin d'être récents. Si on regarde son résultat net, son bénéfice, il était de seulement 52 000 € en 2020, 218 000 € en 2021, mais en 2022, il y a eu une perte de 831 000 €. La perte pour 2023 était énorme, 2,71 millions d'euros de perte. Donc depuis 2023, toute personne qui s'intéressait sérieusement à Coregraph aurait pu déceler qu'il y avait un problème avec cette plateforme. Cependant, en 2023, même en 2024 et même les premiers mois de 2025, il y a eu encore certains influenceurs qui continuaient à présenter Coregraph comme une plateforme fiable et qui ont continué en faisant des parrainages sur cette plateforme qui avait des taux de retard très élevés, des taux de projets en procédure judiciaire énormes et dont il était évident que la santé financière devenait catastrophique. Je pense qu'en tant qu'investisseur, il est très important que vous ayez conscience qu'il faut absolument diversifier vos sources d'informations. Car malheureusement, dans le monde de la finance, tout le monde n'est pas transparent. D'ailleurs, j'ai été étonné que concernant la faillite de Coregraph, suite au mail de Interinvest qui date maintenant de 1 mois, j'ai recherché sur YouTube si quelqu'un avait fait une vidéo pour alerter les investisseurs de la faillite de Coregraph. Et je n'en ai trouvé aucune. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, même si ma chaîne YouTube n'est pas du tout spécialisée dans le crowdfunding immobilier, ça fait près de 2 ans que je dis que le P2P est un meilleur investissement, et également je préfère investir dans de l'immobilier passif. D'autres plateformes de crowdfunding immobilier se portent très mal. En particulier, Clubfunding qui a maintenant beaucoup de projets en retard et de nombreux projets en procédure collective et judiciaire. Dès septembre 2024, je vous alertais sur ce point. Si vous investissez en crowdfunding immobilier, il me semble important de respecter certaines règles pour limiter les risques. Tout d'abord, je pense qu'il faut maintenant être très sélectif et de n'investir que sur de très bons projets. C'est-à-dire avec une bonne garantie, le mieux étant une fiducie, vient ensuite une hypothèque de premier rang, mais au-delà de la garantie, il faut regarder le taux de couverture. Par exemple, pour un emprunt de 2 millions d'euros, si le bien mis en garantie a une valeur de 1,4 million d'euros, la garantie ne couvre que 70% du montant emprunté. Cela me semble plutôt faible.
En fait, une garantie qui laisse peu de risques devrait être plutôt de 120 à 130% du montant emprunté. Car, dans l'idéal, outre le capital, il faudrait garantir les intérêts. Et sur un projet avec 10% d'intérêt sur 2 ans, on est censé récupérer 120% du capital emprunté et non 100%. De plus, il faut être conscient qu'en cas de problème, il y aura des frais importants à payer et sûrement une décote à la revente du bien. Donc ne pensez pas qu'avec une garantie avec un taux de couverture à 100%, vous n'avez aucun risque. C'est très loin d'être le cas. Cependant, il ne faut pas rêver, vous trouverez rarement des projets avec une couverture supérieure à 120%. Autre élément à prendre en compte, l'expérience du porteur du projet, un bon taux de commercialisation et un secteur géographique attractif sont positifs. Alors qu'au contraire, il y a plus d'aléas sur des projets de construction ou avec beaucoup de travaux. L'enseignement que l'on peut tirer de CoreGraph, c'est qu'en crowdfunding immobilier, même avec un projet qui se déroule sans problème, l'investisseur peut y perdre. Car comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, en cas de faillite de la plateforme, il risque d'y avoir des frais à payer de votre propre poche, même sur des projets sains. Il est donc très important de choisir une bonne plateforme, en particulier qui a des taux de retard et des taux de procédure judiciaire faibles. Pour ces indicateurs, ne prendre en compte que ceux calculés sur les projets en cours. Si vous prenez en compte les projets terminés depuis 10 ans, cela biaise totalement l'indicateur à la baisse. Et par ailleurs, il me semble indispensable d'intégrer tous les retards, même de moins de 6 mois. Car si vous ne tenez pas compte des retards de moins de 6 mois, vous allez reculer de 6 mois le moment où vous allez détecter que la situation d'une plateforme est en train de devenir inquiétante. Sur un projet de durée normale de 18 mois, un retard de 6 mois, c'est 33% de retard. Ce qui me semble énorme. Et je considère que ça montre un mauvais travail d'estimation des délais aussi bien par le porteur de projet que par la plateforme. D'ailleurs, même un retard de 6 mois peut indiquer que le projet a rencontré un problème qui n'est pas anodin. Certains influenceurs dans le domaine du crowdfunding immobilier ne prennent pas encore les retards de moins de 6 mois, afin de présenter des statistiques rassurantes. Quand je fais mes analyses bilan, je donne des taux de retard en prenant en compte tous les retards. Et bien sûr, après, il faut analyser ce taux de retard. Par exemple, un taux de retard de 10% qui intègre des retards de 6 mois n'est pas forcément inquiétant. Par contre, un taux de retard de 40% qui intègre les retards de moins de 6 mois me semble inquiétant, et d'ailleurs même, il faudrait peut-être s'inquiéter avant d'atteindre ce taux de 40%. Je pense que dans le domaine de l'investissement, il est important de diversifier vos sources d'informations. Et pour trouver certaines informations, il faut parfois chercher un petit peu. Étant donné la situation actuelle du crowdfunding immobilier, je pense qu'y consacrer une part trop importante de son capital est risqué. À chacun de définir ses propres objectifs. Personnellement, je cherche à atteindre une cible de 10% de mon capital en crowdfunding immobilier. Je suis actuellement largement au-dessus de cette cible, car j'avais investi avant la période Covid, avant que le crowdfunding immobilier traverse une crise. Et à cause des retards, je traîne certains projets depuis très longtemps. Mais lorsque j'ai des remboursements de mes anciens projets de crowdfunding immobilier, je préfère placer mon argent sur d'autres actifs, par exemple sur des investissements P2P ou en immobilier passif. En effet, je considère maintenant que de bonnes plateformes d'investissement en immobilier passif offrent un meilleur rapport rendement-risque que le crowdfunding immobilier. Si vous voulez connaître mes 3 plateformes préférées d'immobilier passif autres que le crowdfunding immobilier, vous pouvez regarder cette vidéo. Et l'investissement en P2P crowdlending me semble également plus intéressant. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez beaucoup de vidéos d'analyse de ces plateformes. Comme on l'a vu, dans la solution proposée par Interinvest, les investisseurs devraient perdre beaucoup d'argent en raison des frais très élevés. C'est pourquoi des investisseurs se sont regroupés pour défendre leurs intérêts. Le but de ma vidéo est aussi de soutenir leur démarche. Ils ont créé un groupe Discord pour échanger et organiser la défense des intérêts des investisseurs. Je mets les références de ce groupe Discord en commentaire de cette vidéo pour que vous puissiez les contacter si cela vous intéresse. Cependant, je précise que je n'ai aucune responsabilité dans ce groupe Discord, donc je ne suis pas en mesure d'en juger la pertinence. Comme toujours, sécurisez vos échanges dès que vous participez à des échanges publics. En particulier, ne révélez pas trop d'informations personnelles et faites preuve d'esprit critique. Merci de soutenir mon travail pour plus de transparence dans le monde de la finance en likant ma vidéo et même mieux en mettant un commentaire. Un commentaire même d'un seul mot favorisera la visibilité de cette vidéo. Il me semble important qu'un maximum d'investisseurs puissent connaître les informations que je vous ai données. Dites-moi si vous étiez investisseur chez CoreGraph, que pensez-vous des frais prévus par Interinvest ? D'après vous, quelles sont les plateformes les plus risquées? Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Pour ma part, j'avais financé 3 projets sur CoreGraph. Un en 2019, le Clos des Bruyères, qui a duré 1 an et qui s'était bien déroulé. Et 2 en octobre 2021, d'une part le projet Les Camélias Sequoia,
qui initialement aurait dû être remboursé en octobre 2024, mais qui a été prolongé une première fois au 4e trimestre 2024, une deuxième fois au premier trimestre 2025 et une troisième fois au 30 juin 2025. Cependant, il est possible que ce projet se termine favorablement, mais comme expliqué, avec des frais supplémentaires, donc une rentabilité moindre que prévu. Et d'autre part, j'ai financé le projet BECO Béziers, qui initialement aurait dû être remboursé le 7 mai 2023, donc qui a maintenant un retard de plus de 2 ans, avec une première prolongation au premier trimestre 2024, puis une deuxième au 31 janvier 2025. Ce dernier projet est plus inquiétant, l'avenir dira ce qu'il en est. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux évaluer le risque du crowdfunding immobilier et vous aura alerté sur certains points qu'il me semble important de connaître. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la vérité sur l'investissement.